Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Électron Matin. C'est avec beaucoup de plaisir que la grande famille de I-Matin s'installe avec un contenu très bien préparé pour vous accompagner tout doucement, pour vous permettre de bien démarrer la journée. Et sur ce plateau, je suis avec le mio garçon, le jeune garçon Rom Nelum Sengar. Bonjour. Bonjour Madame Irène, bonjour à nos téléspectateurs, salam alaikum à tout le monde et bienvenue, soyez bien installés car la journée d'aujourd'hui serait vraiment intense et ça serait vraiment serré parce que le contenu que nous avons devant nous ici c'est un contenu bien garni et ça va vous faire plaisir, Inch'Allah. On est très sûr que ça va faire plaisir à nos internautes, à nos fidèles téléspectateurs et on n'oublie pas nos auditeurs de la radio. IFM. Alors, Rome, c'est en ce mois d'août, plusieurs pays africains célèbrent leur fête de l'indépendance. Ouais, ça se suit, hein, ça se succède là. Ouais, c'était une vague. Oui. Et déjà en juillet, août, septembre, c'est là où l'Afrique a commencé par. Tout à fait. Voilà, et donc, bon, surtout le mois d'août, c'est là où la plupart des pays francophones ont eu leur indépendance et aujourd'hui nous sommes le 7 août. Le 7 août et là c'est la Côte d'Ivoire, ouais. Voilà, qui fête donc sa fête de l'indépendance. Nous avons beaucoup des téléspectateurs, internautes ivoiriens. Nous leur souhaitons bonne fête. Nous avons également des collègues ivoiriens. Voilà. On pense particulièrement à Taha Hilaire, notre conseiller technique. On dit Papa Hilaire. Bonne fête à lui. Nous avons également Zopro Lorenzo. Zopro, oui. Et c'est également la fête de l'indépendance d'un autre pays, n'est-ce pas? Sao Tomé, Principe. Tout à fait. Tout à fait, qui fête également son indépendance aujourd'hui. Le 7 août, ce pays, lui, a obtenu donc l'indépendance le 7 août 1975. Donc c'est quelques années après notre pays, notre pays francophone, je peux dire. Tout à fait. Donc, bonne fête à vous, hein. Et le Tchad attend impatiemment également le 11 août. Hein, ça se prépare. Date historique, ça se prépare. Ça se prépare parce que fêter ces soixantaines d'années, c'est pas donné à n'importe qui. Tout à fait. Et donc, les choses se préparent et espérons qu'avec cette fête... le 11 août, il y aura des bonnes choses à découvrir. Voilà, aujourd'hui, 11 août également, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire qui continue. 7 août ou 11 août 7 août, pardon. 7 août. La journée mondiale de l'aide humanitaire. Et quand on sait que notre pays accueille des milliers et des milliers de réfugiés. Voilà, donc ce matin, une pensée particulière à tous ces réfugiés-là, à tous ces humanitaires qui œuvrent donc pour le bien-être de ces personnes désespérées, découragées de la vie, découpées de leurs parents, de leur pays, de leur terroir. Voilà, donc un petit coucou ce matin à tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Et puis, chapeau également au gouvernement tchadien. Qui n'a pas aussi abandonné ces personnes, mais qui accueille, il y a quand même eu des ailes un peu fortes pour accueillir ces personnes. Tout ce monde-là. C'est vraiment quelque chose de géant qu'il faut saluer. Tout à fait. Voilà, Roms, on va faire une petite ponctuation musicale pour permettre à tout le monde de s'installer confortablement. Avant de revenir sur le plateau pour découvrir donc le menu de ce 7 août 2025. D'accord. Where
Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, c'est dans la paix et l'unité que l'on construit. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, béni, nous sommes bénis. Danapi, conscience que l'on a perdu toutes ces années, meurtri par des conflits armés, des rêves et des cœurs enchaînés. Mais là, totalement déchaînés, on savoure la paix. Le renouveau remet nos cœurs à la fête. Le pays tout entier est en chantier. Et nous tous rêvons de ces pays puissants à l'horizon. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être de ce côté de la raison et de donner encore plus la chaleur à notre cohésion, la cohésion sociale dans notre sphère, comme Papa Madiba a su bien le faire. Dans cette harmonie de l'arc-en-ciel, la paix durable ne nous tombera jamais du ciel. Elle naîtra de nos efforts et de nos potentiels. Notre pays amorce le développement, que chacun apporte sa pierre. Et maintenant, si vraiment nous rêvons d'un Tchad émergent, un Tchad qui prend l'amour comme une force vitale pour réécrire son histoire et apercevoir l'espoir qui depuis quelque temps se laisse voir. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, c'est dans la paix et l'unité que l'on construit. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni, béni, nous sommes bénis. Soyons tous les plus grands ennemis des conflits. Quelles que soient les crises, restons humains, craignons un dialogue serein. Question de ne pas détruire nos biens. Soyons tous fiers des patrimoines que nous ont légués nos ancêtres, pour les transformer avec foi, à l'instar de ceux qui veulent connaître. Unis par la patrie certes, mais pour que ces liens s'éternisent, bleu, jaune, rouge doivent être les couleurs que nos regards avisent. Nous devons nous écarter de nos soucis et nous partager des outils. Dans l'unité nous mettre au travail, dire oui au progrès et créer la taille. Tchadiens d'ici et d'ailleurs, l'heure a sonné, tous debout et à l'ouvrage. Notre liberté et prospérité naîtront de notre courage. C'est possible de vivre définitivement une vie paisible si et seulement si on enterre notre rage. On enterre cette ignorance qui nous a poussé à faire la guerre. Notre avenir est à nous. Alors conscient de ne plus jamais poser des actes qui nous remettront à genoux, mais tous à genoux pour la prière que Dieu prenne notre pays en garde, qu'il bénisse sa paix chèrement acquise et la sauvegarde. Je sais que le Tchad est béni, une raison de plus pour être unis. Je sais que mon pays est béni. Tu comprendras si jusque-là t'as pas compris. Avant les puits de pétrole de Doba, la raffinerie de Jarmaya, les trophées de Monir à Michala, y'a de quoi dire à Hamila Saba. Les médailles de Khartoum à Nadina, notre prestige parc de Zakouma. Dis-moi comment ne pas en parler, je ne sais comment ne pas citer que nous avons les chutes côtières de l'Éré, la cimenterie, celle de Baoulé, le fleuve Logon et le Chari, ainsi que les montagnes du Tibesti, le lac Tchad qui regorge de poissons pour en nourrir plusieurs autres nations. Nous avons assez de terres arables, des têtes de bétail incomptables, agriculteurs et éleveurs, mais dans la main pour un Tchad meilleur. Seul dans la paix et l'unité que ces richesses peuvent être exploitées. Que tout le monde reconnaisse le sacrifice compris à payer pour la paix en Afrique, qu'il nous écarte de toute interprétation diabolique. Fils du Tchad au cœur sans rancune, on chante l'hymne de la paix au cœur de l'Afrique. C'est que l'Afrique est bénie, raison de plus pour être unis. C'est que l'Afrique est bénie, si on prend la chose, t'as pas compris. Je sais que l'Afrique est bénie, raison de plus pour être unis. Je sais que l'Afrique est bénie, si on prend la chose, jusque-là, t'as pas compris. Je sais que l'Afrique est bénie, raison de plus pour être unis.
sais que l'Afrique est bénie, hein. Voilà, les paroles dites dans ces clips-là, ça donne un peu la chair de poule, hein. C'est très profond. Ah ouais. Et on se rend compte que nous sommes sauvagement riches. Surtout notre beau pays, le Tchad. Bah ouais, Nous sommes riches. Il a cité quand même beaucoup de richesses que le Oui. Tchad regorge, hein. Oui. On a le fleuve Chari et le Gaune, Oui. les montagnes de Tibesti, le lac Tchad qui est Il là. regorge assez de poissons. Ah ouais, Dieu, il nous a tout donné. tout. Il nous a tout donné. Il nous a donné plus même que Plus ça. même. Mais après 65 ans d'indépendance, on continue toujours à accuser les autres. Bah, On continue à accuser l'Occident. On continue à accuser les Blancs qui sont toujours à la cause de nos malheurs. Après 65 ans, avec toutes ces richesses-là. pas, mais je pense que c'est un problème de mal réflexion. On ne réfléchit pas bien. On ne s'organise pas également bien. Parce que si on s'organisait très bien, je pense qu'on n'aura plus besoin d'accuser d'autres. Il faut assumer certaines fautes qu'on a déjà commises. Parce que si jamais on rejette toujours la faute, La faute sur les l'autre. autres, Regarde ce qui se passe on- actuellement dans notre pays. Ouais. L'insécurité. Nous-mêmes, on se découpe entre nous avec des Voilà. machettes. Ouais. On se tire dessus à balles réelles, mais on dit que non, c'est l'autre là qui est Ouais, toujours... voilà, qui est le mauvais. qui est le mauvais, c'est lui qui est à l'origine. Aujourd'hui, on n'a pas de route, pratiquement pas de route. On Non, dit ça, que non, jamais. c'est On a- toujours on a même l'autre. pas de route, On oui. a problème d'électricité. On dit non, ce sont les autres toujours. Après 65 ans d'indépendance. Bientôt, nous allons fêter donc la fête de l'indépendance. Ah ouais. Donc, Donc, il est temps de changer de mentalité. il est temps Ouais. de revoir De ces revoir choses, ces choses-là. accepter nos fautes, accepter nos défauts Ouais. et remettre ces choses sur la table et afin de trouver des solutions durables. Parce que Ouais. si jamais on reste toujours à accuser l'autre, on ne trouvera On jamais de accuse solution. l'autre. Et on ne va jamais avancer. On ne s'aime pas entre nous, on se déteste entre nous. C'est ça, le Il y a mauvais trop de côté. divisions, il n'y a pas de vivre ensemble. On chante ça chaque jour. Cohabitation pacifique, vivre ensemble. Mais c'est dans les paroles, c'est Ouais. tout. En pratique, c'est autre chose. Carrément, La on paix, se tire la dessus paix, chaque le jour. mot paix n'a pas son sens ici au Tchad. Parce qu'on prononce, mais on ne le pratique pas. On doit pratiquer le terme de la paix. La paix, c'est quoi? C'est accepter l'autre. Même si on a l'habitude de dire que non, lui, il est du Sud, moi, je suis du Nord. Ça, ce sont des termes qu'on doit ne serait-ce que bannir de notre esprit. Ouais. Nous sommes tous Tchadiens. Sud, On n'a pas nord. besoin de Et dire tu que vas tu es voir du Sud et du encore, Nord. parmi les sudistes, là encore, il y a des différences. Yes, oui. Celui-là est banana, Ah, celui-là. l'autre est ça, l'autre Voilà. est kambaï, tout ça C'est encore. toutes ces choses-là Ah. qui fait que nous n'allons jamais avancer. C'est une question d'éducation, c'est une question de formation et d'information. Le Tchadien a besoin de toutes ces choses à la fois. Si jamais le Tchadien n'est pas bien éduqué, si jamais le Tchadien n'est pas bien informé, n'est pas bien formé, je pense que nous allons toujours rester en arrière, nous aurons toujours des idées archaïques. Après 65 ans, Ah. on est encore à ce stade-là. Il faut 65 que ans, les et choses puis changent. rester à ce stade, pour moi, c'est déplorable. Mais espérons. Comme le Tchadien, c'est celui-là qui espère toujours grand, c'est celui-là qui croit que ça va changer un jour. Oh là là. Espérons bien. Tout est mentalité, hein. Il faut qu'ici, là, Ah, il faut que ça ça soit- change un peu. Vraiment. Voilà. On a cette manière de faire la politique pour notre ventre, pour notre intérêt personnel, là, pour l'intérêt de notre petite famille, Ouais. de notre clan. Et puis c'est tout, hein. C'est ce qui ne fait pas L'intérêt avancer le national, pays. là, Y a quoi pas, dessus? y a Il n'y a pas. pas. Je suis peut-être le plus petit, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une politique qui va dans le sens du développement. Je n'ai pas vu. C'est toujours des politiques que, selon moi, pour la famille, pour soi-même, et c'est tout. Et c'est ce qui n'avantage pas ces pays, sincèrement. Et pour réussir aujourd'hui, dans notre pays, le Tchad, les jeunes, si tu veux avoir un bon travail, si tu veux avoir de la place, Ouais. il faut faire de la politique. On va pour faire la politique, Oui. pour être riche, Il faut aller pour dans avoir cette quelque politique. chose à ouais. manger. Ouais. On ne va pas faire la politique parce qu'il y a une situation Sinon, qui est là et il que nous faut- voulons changer. Non. Tu es qui pour aller changer? Tu vas aller changer quoi? Parce qu'on te dira que tu vas aller changer quoi? C'est ça ce qu'on te dira. Donc, c'est toutes ces choses qui bloquent la jeunesse à réfléchir au-delà, à aller au-dessus de la mêlée. Ah ouais, en tout cas, hein. Dina dit que c'est l'heure de De suivre les actualités. actualité matin. Dina, on a gros cœur ce matin. Bon, Ah. bon, elle dit c'est encore 48. Ah, donc, on va profiter donc pour lire quelques réactions de nos internautes.
Nous avons Madi Dominique Ouagadio qui regarde cette émission. Merci pour ta fidélité. Un petit coucou à toi et toute ta famille. Nous avons Sobmeka Pambro, Constat de Nazareth, je ne sais pas, oui. Qui nous envoie beaucoup de cœurs. Ouais. Merci. Nous avons Mel Chimbainensum qui dit excellente journée de jeudi. Merci excellente beaucoup. Journée à toi également. Ouais. Nous avons Claudine Gerngard, voilà, qui nous fait un petit coucou. Lydia Wassing qui dit coucou et bonne journée à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Nous avons Frédéric Dicolum, Bécan et fils, qui dit bonne digestion à vous. Bon. Merci pour vos messages, merci pour votre fidélité. À présent, Info Matin, n'est-ce pas? Ouais. Actualité Matin, avant de revenir donc sur ce plateau. Au total, 124 véhicules de toutes marques saisis par la police Interpol du Tchad ont été remis officiellement aux autorités soudanaises. Ces véhicules ont été introduits frauduleusement sur le territoire tchadien, souvent après avoir été volés au Soudan. La cérémonie s'est tenue en présence de hautes autorités judiciaires, policières et diplomatiques, en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration Ali Ahmad Habaj. Prenant la parole, le directeur du Bureau central national d'Interpol Tchad, le commissaire divisionnaire Abdelkerim Suleiman Hadje, a salué la vigilance et la ténacité des unités spécialisées dans l'investigation. Il a également souligné que cette opération n'est pas un fait isolé, mais le fruit des travaux de fond engagés par la direction du Bureau central national d'Interpol Tchad pour sécuriser le territoire national. Le procureur de la République Moussa Abdelkerim, quant à lui, a félicité les forces de sécurité intérieure pour ce qu'il qualifie de travail remarquable au service de la justice et de l'ordre public. En tant que procureur de la République, je salue cet effort au nom de tous les gouvernements du Tchad et particulièrement au ministre de la Sécurité publique et son public. Nous, au niveau du parti, nous allons faire tout pour mettre la main désormais sur ces délinquants-là afin de répondre de leurs actes devant la justice. Je félicite une fois de plus les forces de défense et de la sécurité dans son ensemble et plus particulièrement à la police Interpol. Du courage et il faut toujours agir avec professionnalisme et détermination. Merci. Très ému, le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Tchad, Dr Abdallah Abakar Saleh, a exprimé au nom de son gouvernement une profonde gratitude à l'endroit des autorités tchadiennes. Ce geste de rétrospection ne traduit pas seulement un acte de bonne volonté, mais témoigne aussi d'une volonté politique sincère de consolider les liens historiques entre nos deux peuples frères. Dans son allocution, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée, Ali Ahmad Habaj, a rendu un hommage appuyé aux forces de sécurité intérieure pour leur dévouement dans la quête permanente de paix et de protection, même au-delà des frontières nationales. La police Interpol, en tant que bras opérationnel de notre sécurité transnationale, doit continuer d'œuvrer avec dévouement pour protéger les personnes et leurs biens. Il a ensuite remis officiellement les clés de ces véhicules au chargé d'affaires représentant l'ambassadeur du Soudan au Tchad, avant de signer les procès-verbaux de rétrocession. Les 3 jeunes hommes arrêtés sont équipés de fusils calibre 12 et opérés dans les zones forestières du Mayukibi Ouest. Parallèlement à leur interpellation, les forces de sécurité ont également mis la main sur un arsenal comprenant des fusils d'assaut, des chargeurs et des munitions, soit récupérés directement sur les malfaiteurs, soit déterrés de leur cachette. Mais aussi, un important lot de boissons frelatées saisi a été présenté. Le commandant de la zone de défense numéro 12, le général Abdeljedil Haroun Bouye, a salué le courage et la détermination des hommes. Il a réaffirmé leur engagement à nettoyer tout mal qui ôte le sommeil des populations. Ce succès, fruit d'une collaboration étroite entre la population et les forces de sécurité, est salué par le délégué général du gouvernement. Ça fait 4 mois que nous traquons ce malfrat et
Nos opérations se retrouvent en 3 étapes. Il y a l'étape des arrestations des malfrats. Nous sommes arrivés à une étape où d'aller déterrer tous les armes qui ont caché. Et la 3e étape qui se fait, c'est-à-dire que les complices, que nous allons continuer à les traquer. Il y a aussi des produits prohibés qui ont été arrêtés. Je salue l'effort des services spéciaux qui ont fait un travail remarquable. Et vous savez, la sécurité, c'est la pierre angulaire du chef de l'État qui avait demandé. Il nous a instruit récemment, lors de ce séminaire, de continuer à travailler. Et voilà le résultat qui est tangible devant vous. Et nous remercions tout le monde. Cette opération et la saisie des armes de guerre rassure la population de la province, démontrant la ferme volonté des autorités de restaurer la quiétude et la sécurité. Tous les acteurs, gouvernements, société civile, organisations du système des Nations Unies, tous font un front commun pour éradiquer le phénomène de la traite de personnes en République du Tchad. Ils ont donné le ton lors de la commémoration différée de la Journée internationale de lutte contre la traite de personnes qui se célèbre chaque 30 juillet. La traite de personnes est un crime. Mettons fin à l'exploitation est le thème choisi pour cette édition 2025. Derrière chaque cas de traite se cache une histoire de souffrance, de privation, d'exploitation. Trop souvent, les victimes restent invisibles. Trop souvent, elles ne sont ni reconnues, ni entendues. Et trop souvent, l'impunité perdure. Face à ce constat, notre engagement ne peut être que total. L'indifférence n'est pas une option. L'inaction n'est plus tolérable. OIM, Organisation internationale pour les migrations, elle aussi, fait de la question de lutte contre la traite des personnes son cheval de bataille. Cette organisation, à travers son chef de mission au Tchad, salue les efforts du gouvernement tchadien pour avoir mis en place des instruments juridiques forts en lien avec la lutte contre cette pratique moyenâgeuse. Je salue le leadership du gouvernement tchadien qui, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux, a engagé des réformes juridiques et institutionnelles de grande portée. De l'adhésion au protocole de Palerme à la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, en passant par le plan d'action national 2024-2028, officiellement validé en juin dernier. Pour arriver à mettre en déroute les pratiquants de la traite de personnes en République du Tchad, il faut l'implication stratégique de toutes les composantes de la société. C'est qu'a plaidé le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les engagements pris par ces 2 groupes clés, notamment la mise en place d'un cadre de concertation permanent pour lancer des alertes en cas d'atteinte à la dignité humaine, sont des signaux très encourageants. Par ailleurs, la campagne médiatique nationale lancée en plusieurs langues locales et à travers différents canaux de télévision, radio et Internet contribue efficacement à élargir le cercle de sensibilisation et à diffuser des messages clairs au sein de toutes les couches de la population. La Journée internationale de lutte contre la traite des personnes est instituée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2013. Elle vise à mobiliser les énergies pour éradiquer la traite des personnes et les crimes organisés sous toutes ses formes. Les structures éducatives ou les enseignants, principaux acteurs de la transmission des valeurs et des connaissances, révèlent la portée de cet atelier. Cette campagne de sensibilisation entre dans le cadre de la vulgarisation des outils pédagogiques de l'enseignement dans les collèges et les lycées sur les méfaits du tabac, l'alcool et les autres types de drogues. Selon les organisateurs, les programmes pédagogiques, à savoir l'éthique et la déontologie, doivent être surveillés pour la réussite des enfants, la sécurité des familles et le développement de la nation. Faire des enfants des véritables ambassadeurs de la paix et de la santé est le but de cette action. Cette activité qui revêt une importance capitale pour la santé de notre jeunesse
et l'avenir de notre pays. L'impact de l'alcool sur la qualité de l'enseignement est énorme. Si un enseignant consomme excessivement de l'alcool ou adopte une conduite inappropriée liée à l'alcool, cela peut nuire à son autorité, sa crédibilité et peut éventuellement envoyer un mauvais exemple aux élèves, selon les organisateurs. La consommation des substances psychoactives prend des proportions inquiétantes dans plusieurs pays africains, dont le nôtre. Le guide pédagogique que vous allez découvrir et approprier à travers cet atelier comporte 3 volets essentiels, notamment le volet relatif au tabac, à l'alcool, mais également aux drogues. L'école est censée être un milieu protecteur pour les enfants. Cependant, un enseignant sous l'influence de l'alcool peut représenter un danger, notamment les violences verbales et physiques, car l'enseignant est souvent considéré comme un personnage de référence. Son comportement, même en dehors de la classe, peut influencer les enfants. Alors, il est encore temps d'informer cette catégorie en vue d'une rentrée scolaire plus compétitive et participative. يعد الإعلام التخصص الوحيد الذي تفضله العديد من الفتيات بعد حصولهن على شهادة البكالوريا. يوجد هذا التخصص في المعاهد والجامعات العامة والخاصة. تختار العديد من الفتيات مجال الإعلام لأسباب عديدة تتراوح بين الشغف واتباع أحدث التوجيهات في الصحافة والتسويق والعلاقات العامة، إذ يوفر مجال الإعلام فرصا متنوعة للتعبير عن هذا الشغف. تنجذب الفتيات إلى مجال يقدر التواصل والإبداع والعمل الجماعي. بالنسبة للمواطنين العاديين تختار النساء هذا المجال إما لاعتبار التواصل مجالا سهلا أو لتجنبهن المجالات العلمية. وبينما يعتقد بعض المواطنين أن الفتيات يختارن الطريق السهل، يرى آخرون أن مجال الإعلام صمم خصيصا للفتيات، ووفقا لهم يوفر هذا المجال مرونة كبيرة في مختلف المهن، بدءا من التسويق الرقمي وصولا إلى العلاقات العامة والصحافة وإنشاء المحتوى، كما يوفر فرصا للفتيات ويساعدهن على تجنب البطالة. يمثل مجال الإعلام خيارا تعليميا استراتيجيا للعديد من الفتيات، وبفضل الشغف الذي يلهمه تغتنم العديد من الطالبات بعد حصولهن على شهادة البكالوريوس هذه الفرصة للعمل في مجال الإعلام. ورغم التحديات التي يواجهونها إلا أن آفاق العمل في مجال الإعلام واعدا في عالم رقمي دائم التطور. Autrefois, le mariage était avant tout une affaire de famille. L'union entre deux individus obéissait à des logiques d'alliance, de prestige social ou de renforcement des liens communautaires. L'amour, s'il venait, était souvent postérieur à l'union. Les critères de choix reposaient davantage sur la réputation de la famille, le comportement de la mère, perçu comme un modèle éducatif pour la future épouse, ou encore sur la position du père, garant des valeurs à transmettre à son fils. Les cérémonies étaient minutieusement codifié avec des rites traditionnels respectés et une forte implication des aînés, témoins et garants de la perpétuation des coutumes. L'individu s'effaçait au profit du collectif. Aujourd'hui, cette conception du mariage a évolué. L'amour romantique, le respect mutuel, la compatibilité psychologique et la quête d'épanouissement personnel sont devenus les fondements de l'union moderne. Les conjoints choisissent librement leurs partenaires, souvent indépendamment des considérations familiales. Le mariage contemporain se veut plus individualisé, parfois même désacralisé, incluant des éléments empruntés à diverses cultures, voire dénués de tout caractère traditionnel. Si cette évolution consacre l'autonomie du couple, elle soulève aussi des interrogations sur la durabilité de l'engagement dans un contexte où les intérêts personnels peuvent prévaloir sur la stabilité de l'union. Le mariage, entre-temps, on voit comment la fille est, on voit la famille de la fille et on voit aussi la famille de l'homme. Et c'est les parents qui choisissent la femme pour le garçon. Est-ce que la famille n'est pas sorcière? Est-ce que l'une des familles n'est pas adjuba, prostituée quelque part pour aller chez les parents? Alors le père donne les directives.
Et si c'est le mariage de notre temps d'aujourd'hui, avec les garçons d'aujourd'hui là, ils se trouvent à l'école, ils se trouvent dans des rues, ils se trouvent dans des bars, et le premier mot c'est où es-tu? Je suis, est-ce que ta maman est à la maison? Non, non, elles sont parties au champ, hein, tu peux venir. Hein. Et ça commence comme ça. Moi, j'ai vu beaucoup de cas, des enfants ici que je connais très bien, des enfants que j'ai éduqués moi-même. J'ai vu des enfants que j'ai enseignés moi-même, là, qui sont devenus des pères d'enfants qu'on ne voit même pas qui est la femme. Le mariage n'est plus ce qu'il était. Il est passé d'une institution collective régie par des codes ancestraux à une aventure à deux portées par des idéaux de liberté, d'amour et de réalisation de soi. Une mutation qui illustre le choc entre tradition et modernité, entre héritage culturel et aspiration contemporaine. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour à ce plateau et en temps nous disons merci à l'équipe de la rédaction qui vient de nous mettre au parfait des actualités d'ici et d'ailleurs. Ceci nous a permis également de recevoir sur ce plateau notre chroniqueur qui est Monsieur Clément Abaïfouta avec nous, n'est-ce pas, Madame Irène? Oui, nous avons le plaisir de recevoir, comme tous les jeudis, le conseiller, l'homme à plusieurs casquettes, avec sa chronique héritage politique et surtout que c'est un mois où certains pays africains commémorent leur fête d'indépendance, donc tu vois, ça tombe bien. Conseiller, bonjour. Bonjour, je me permets de saluer tous ceux qui nous suivent ce matin sur cette émission, j'allais dire une émission phare de la télé, et c'est tout le plaisir est pour moi d'être sur ce plateau. Et comme vous le dites, nous traversons, n'est-ce pas, le pont qui nous mène à l'indépendance. Donc c'est une brisure de l'opacité de la colonisation à la lumière, n'est-ce pas, des indépendances. D'accord, Rosier. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fête donc son indépendance, commémore donc son indépendance. C'est 65 années. 65 années d'indépendance. Oui, sur de Brest. Et il y a eu des actions très fortes hier. Hein, oui, sur de Brest quand même, hein, parce que là, l'inconnu est allé déposer sa valise en Côte d'Ivoire. Hein. Je dis l'inconnu parce que là, il y a tellement de grogne par rapport à la candidature au 4e mandat, n'est-ce pas, du président Ouattara. Et ça brouille partout. Hein. J'ai peur que les gens entrent, n'est-ce pas, dans une pantalonnade qui va être assez difficile à gérer. Voilà, nous ne les souhaitons pas, mais nous pensons que ça va, tout va se passer dans l'ordre. De bonnes conditions. Oui. Tout à fait. Alors, avec vous, conseiller, aujourd'hui, on va aller à la découverte d'un homme politique tchadien. Oui, ça sera qui? Ben, dis donc, c'est une surprise. Donc, c'est une surprise. Attendons de D'accord. découvrir On attend donc Dina et Malachi qui doivent donc nous envoyer cette surprise. Au nom de Cosmaj, merci. Je suis un Tchadien, né au Tchad et qui demeure au Tchad. Je suis le président national du parti Souffle Nouveau pour la République, en abrégé sonore. J'ai été 2 fois parlementaire, 2 fois membre du gouvernement. Mais je suis de carrière enseignante. J'exerce pour le moment à l'École normale supérieure de N'Djamena. La politique est l'organisation de la cité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une cité et on parle, n'est-ce pas, d'un ensemble de personnes qui acceptent de vivre dans une localité,
Et donc, la vie dans la société a ses règles. A ses règles, et nous avons même dans notre habitude de nous les Africains, avant l'arrivée de la colonisation, il y a déjà ce qu'on appelle la politique. Parce qu'il y a les degrés de responsabilité. Si on vient dans la famille, il y a le père, la mère, il y a les enfants. Si on vient dans un village, il y a le chef de village, chef de terre, et ainsi de suite. Donc, la politique est l'organisation de la cité. Maintenant que nous sommes dans une république, la politique, c'est la conquête, n'est-ce pas, du pouvoir. Et la conquête du pouvoir, ça se fait aussi selon, n'est-ce pas, les types de pouvoir. Nous sommes dans une république avec le mode, n'est-ce pas, de gestion du pouvoir public qui est la démocratie. Et donc, le pouvoir en démocratie, c'est un pouvoir à 3 pieds. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. En principe, ça doit être séparé, comme je viens de citer. Et donc, chaque pouvoir est indépendant, mais les pouvoirs se complètent. Je suis entré dans la politique très tôt. C'est quand j'étais encore à l'université. Voilà. Exactement en 3e année de l'université. Et puis, c'était au moment où la démocratie avait pris des ailes, n'est-ce pas, au Tchad. Et donc, j'ai évolué sous le regard pendant longtemps. Et c'est l'occasion de dire, il nous a durement formés. Parce que nous avons milité avec conviction, sans faire un calcul qu'au retour, il nous doit ceci, cela. Je dis ça pour comparer avec le militantisme d'aujourd'hui. Entre-temps, nous nous sommes engagés en tant que vrais citoyens pour la cause, n'est-ce pas, de la nation, espérant apporter un changement dans le pays. Nous perdons notre mission principale. La mission principale consiste, n'est-ce pas, à informer, éduquer et former le peuple. Quand je parle de peuple, je parle des citoyens. Moi, je suis un héritier politique, comme je venais d'expliquer. Voilà. J'ai commencé sous l'ordre de quelqu'un. J'ai grandi, j'ai été formé par un homme politique plus expérimenté que moi. Et ça fait qu'aujourd'hui, bien que je tanque, mais pas au même risque que les autres, mais je suis cohérent dans la lutte politique. Et ça, je peux dédier, n'est-ce pas, à M. Yurunga, voilà, qui m'a formé dans la patience, dans la douleur, et donc dans le mérite, la dignité humaine, et ainsi de suite. Donc, on doit laisser ça, n'est-ce pas, la politique à une génération future. Le Tchad appartient à l'ensemble des Tchadiens. Donc, n'importe quel Tchadien devrait apporter ce qu'on appelle la pierre de construction. L'édification de notre nation nous appartient à nous tous. Mais quand ça ne marche pas, on ne dit rien. Quand ça marche bien, on n'est pas d'accord. Ça veut dire que c'est un problème. Alors, on doit laisser un héritage politique à la génération future. L'appel consiste à dire à tous les Tchadiens qu'il n'y a pas un petit, il n'y a pas un grand. En termes de droits, nous sommes tous égaux les uns les autres. En termes de citoyens, nous devons tous participer à la construction de notre pays. Mais la jeunesse, si elle se met à marche de la marche du pays pour critiquer, ça ne changera pas. Parce que, comme on a dit, c'est question de génération. Si une génération ne participe pas à la marche du pays, ça veut dire qu'il y a un maillon
de chaîne qui est cassée, n'est-ce pas? Donc un vide va s'installer un jour. Donc la jeunesse doit s'engager. Quelles que soient les difficultés, la jeunesse doit s'engager. Mais on doit s'accepter. Les jeunes, les femmes, les hommes. On doit constituer, n'est-ce pas, une équipe cohérente qui vise le développement du Tchad. Parce que le Tchad est un pays parmi les autres au monde. Nous sommes entourés, n'est-ce pas, d'autres pays. On doit regarder aussi les exemples, comment ça se passe ailleurs. Les gens qui se sont entre-déchirés à un moment donné, mais qui sont redevenus soudés, n'est-ce pas, oubliant le passé. Le Rwanda était là, un exemple. Ce qui était passé au Rwanda, c'était pire que le 79 au Tchad. C'est ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les gens se sont entendus, ils se sont pardonnés, et ils regardent dans la même direction, et le Rwanda devient maintenant un pays développé. C'est un exemple à suivre. Nous prenons le cas de l'Afrique du Sud, où les Noirs étaient esclaves chez lui. Mais, compte tenu de l'engagement de certains leaders noirs, l'Afrique du Sud est devenue aujourd'hui une nation où un blanc ou un noir peuvent circuler librement. Ça, c'est des exemples. Donc, rien n'est impossible pour que le Tchad décolle. Il suffit d'avoir l'espoir. Il suffit aussi d'avoir l'audace. Rien n'est impossible à la jeunesse si elle se met en marge de la politique, car les aînés nous laissent toujours un héritage politique consenti. Voilà, c'est ce que cet homme politique vient de nous donner comme conseil, surtout à la jeunesse. Tout à fait, tout à fait. Il faut rappeler que c'est donc le président du parti Le Souffle Nouveau. Et notre chroniqueur est allé donc à sa rencontre. Il a dit beaucoup de choses. Il y a un aspect qui attire mon attention, un aspect que nous avons souligné en début de cette émission, l'engagement des jeunes aujourd'hui, M. Decote, dans la politique. C'est le ventre qui amène les jeunes aujourd'hui à entrer dans la politique. Alors, l'engagement des jeunes dans la politique d'entre-temps, comparé à l'engagement politique des jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? Oui, vous savez, comme vous le dites, hein, Madame Irène, la politique, il y a des gens qui s'engagent différemment. Hein. Comme vous le dites, il y a des gens qui s'engagent parce que, bon, ils visent un intérêt. Tout à fait. Et c'est bien dommage si notre jeunesse s'engage avec intérêt dans la politique par rapport à notre pays. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Voilà, c'est bien dommage. Ouais. La bonne partie de notre jeunesse n'est résolument pas conscient de ce que le Tchad attend d'eux, en termes de politique, je veux dire. Si les jeunes, dans leur ensemble, ne prennent pas conscience, n'est-ce pas, ne sont pas déterminés à lever, j'allais dire, les défis dont souffre notre pays, je pense que l'histoire condamnera cette jeunesse, parce que cette jeunesse n'aura pas été une jeunesse consciente, mobilisée et, n'est-ce pas, j'allais dire, identifiée par ce qui se passe dans le pays. Vous savez, l'exemple, c'est M. Kodmadi qui a grandi sous les épaules d'un homme politique. Oui. Qui a été très bien formé. Voilà, il dit bien qu'il a été très bien formé. Alors, moi je me dis que cette jeunesse se mette, n'est-ce pas, sous un bon parapluie. Voyez-vous, lorsque vous vous mettez, comme j'ai pris l'habitude de le dire, lorsque vous vous mettez sous un parapluie crevassé, c'est-à-dire troué un peu partout, vous serez mouillé et malheureusement pour notre société, vous ne serez pas apte, n'est-ce pas, de répondre aux attentes, c'est-à-dire aux attentes politiques de notre pays. Notre pays, nos hommes politiques sont déjà vieillissants et qui devraient en principe, logiquement, faire comme nous avons cité M. Yoronga, laisser la place, préparer la place à la jeunesse. Parce que si ces hommes qui ont fait leur temps, qui ont fait leur histoire, n'est-ce pas,
ne sont pas à céder, ne sont pas prêts à céder, n'est-ce pas, leur place, leur chaise à la jeunesse émergente. Mais je crois que c'est une autre guerre que nous préparons. Bon, je comprends à peu près. On a écouté Konmadi Merci qui dit il a été préparé, c'est-à-dire durement formé, encadré par un homme expérimenté et tout ça. Et c'est à peu près l'image de tous les hommes politiques dans le passé. Mais est-ce qu'avec cette génération, nous avons également des hommes politiques qui, dans leur parti, je peux dire, sont en train de former la jeunesse également de cette manière? Bon, malheureusement, il y a une phobie. Hein. Il y a une phobie assez désagréable. Oui. Lorsque des hommes politiques ne respectent pas la loi fondamentale que j'appelle ici la Constitution, qui violent agréablement leur Constitution, qui vont à 6, 7, 10 mandats. Mais attends, ce n'est pas une chefferie traditionnelle. Ce n'est pas une chefferie traditionnelle. Vous avez été élu pour un mandat. Vous avez été élu en fonction, n'est-ce pas, de votre approche politique, de tout ce que vous projetez pour la nation ou pour votre nation. Mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous sommes en train de fêter, de parcourir un mois, n'est-ce pas, jalonné des fêtes d'indépendance. Mais qu'est-ce que nous avons produit? Parce qu'il va falloir que nous puissions nous asseoir en politique. Qu'est-ce que nous avons réussi? Qu'est-ce que nous n'avons pas réussi? Au lieu de rester, faire la comptabilité de votre gestion du pays, mais vous violez, n'est-ce pas, le mandat. Vous allez à 4 mandats, vous allez à 5 mandats. Mais alors, cette jeunesse-là, comment elle va prospérer? Il va falloir que, pendant votre mandat, vous puissiez préparer la jeunesse. C'est ce que nous avons convenu d'appeler héritage politique. Mais l'héritage politique, pour ces gens-là, ça signifie quoi? Lorsque vous vous pérennisez, mais ce n'est pas le territoire de votre père. Voyez-vous? Donc, il va falloir que les hommes politiques se donnent l'obligation, n'est-ce pas, de former durement, j'emprunte le terme de Kosmagui, de former bonnement, n'est-ce pas, la jeunesse, et que la jeunesse puisse prendre le relais. Si le relais n'est pas bien passé, alors nous n'allons pas aboutir à gagner, n'est-ce pas, le trophée de cette course. Voyez-vous? Donc moi je me dis, politiquement, nous avons beaucoup de défis. Et qui dit politique, nous avons le social, nous avons le développement, nous avons la santé, nous avons l'éducation. Tout cela mis ensemble, c'est ce que nous appelons politique qui est la gestion de la cité. Comment peut-on gérer la cité si la politique ne prend pas en compte, n'est-ce pas, la formation, la transition, si la politique ne prend pas en compte, n'est-ce pas, les défis de la jeunesse? Alors moi je me dis, vraiment, il faut redéfinir la politique. Est-ce que quelque part la jeunesse n'a pas une part de responsabilité également? Bon, comme je le disais, il y a jeunesse et jeunesse. Hein. Il y a la jeunesse qui passe tout son temps à danser. À aimer la facilité. À aimer la facilité. Oui. Sortir le matin, aller se balader. Lorsque vous avez 2-3 pantalons, vous allez vous pavaner, vous revenez à midi, vous demandez où est la boule. Mais avez-vous contribué? Donc moi je me dis, cette jeunesse, c'est cette jeunesse-là qui devient le déchet de la société. Tout à fait. Une jeunesse sans vision. Voilà. Sans vision. Et c'est une jeunesse en fait, bordel politique. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans tel parti politique. C'est une bordologie politique. Ça ne marche pas demain. Non, il faut aller dans un parti politique. Ils font le papillon qui papillonne. Qui papillonne. Aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, dans tel parti politique. Demain, ils sont dans autre parti. Parce qu'ils sont des éternels insatisfaits. Et lorsque nous avons une jeunesse qui est éternellement insatisfaite, je me dis que l'héritage va prendre un coup et c'est le pays, n'est-ce pas, qui va en pâtir. Moi, en écoutant ceci, ça commence à m'inquiéter déjà, d'autant plus que je suis aussi jeune. Je me dis, mais du moment où les anciens ne préparent pas le relais, la jeunesse même ne se donne pas vraiment avec beaucoup d'ambition pour ne serait-ce que prendre les responsabilités plus tard. Est-ce qu'on parlera encore de l'héritage politique plus tard? Parce que, disons, après 2 générations par exemple. Non, il n'y a pas d'héritage. C'est cantonnement. Voyez-vous, lorsque les plus âgés ne cèdent pas la place ou n'ont pas la volonté mais il faudrait que la jeunesse soit ambitieuse. Même si la jeunesse n'est pas ambitieuse, il va falloir que les
les gens qui ont géré ce pays pendant longtemps puissent préparer des stratégies à approcher cette jeunesse, à le conscientiser, n'est-ce pas? Lorsque la jeunesse est conscientisée, elle prend conscience, elle prend sa responsabilité de demain gérer le pays. Mais lorsque chacun reste dans son camp, je me dis, bon, la responsabilité est partagée. Autant pour, n'est-ce pas, les hommes ayant géré pendant des décennies, n'est-ce pas, la politique, et ceux-là qui aspirent, je vais dire la jeunesse, qui aspire à bien hériter. Mais il faut préparer l'héritage. L'héritage, ça ne tombe pas comme une mangue mûre. Non, 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 non. L'héritage, c'est un tout. Moi, je crois que c'est même l'art. C'est un art. Parce que si vous n'êtes pas capable, vous voyez même dans la petite famille, lorsque le papa n'est pas capable de transmettre, et c'est ce que l'Afrique souffre aujourd'hui. Tous nos vieux qui étaient des bons médecins, qui avaient la technologie, qui avaient la science de santé, n'ont pas transmis ça à leurs enfants, mais maintenant, on court derrière le paracétamol, on court derrière les antibiotiques qui nous viennent d'ailleurs. Mais là, nous avons faussé vraiment l'héritage. D'accord. Un message de fond à l'endroit des hommes politiques, hein, surtout. Oui, les hommes politiques. Bon, vous savez, lorsque le singe est perché, il se déplace quand même. Voyez-vous? Donc, moi, je me dis, les hommes politiques ont intérêt, je crois, et c'est une responsabilité à préparer la jeunesse. Relève. S'ils ne préparent pas la relève, ça signifie qu'ils ont eux-mêmes tué le pays. Voyez-vous? Parce qu'en fin de compte, il y aura un pont difficilement traversable. Attends, donc la jeunesse, vous avez ce défi, n'est-ce pas, de vous... c'est-à-dire de vous faire contaminer. Et alors vous bénéficiez, n'est-ce pas, du bon héritage, auquel cas nous sommes mal partis, nous sommes mal barrés, j'allais dire. D'accord, monsieur Aboy Fouta, merci beaucoup et à jeudi prochain. C'est à moi de vous remercier, tout le plaisir est là. Hein. Voilà. Je ne voudrais pas partir, mais plus que vous me dites de partir, je vais partir. On va se retrouver la semaine prochaine pour aller à la découverte d'un autre homme politique de ce beau pays, le Tchad. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Dieu le permettra. Merci madame, tout le plaisir. Je crois que ma journée a bien commencé. D'accord. On va demander à Malachi de nous proposer une capsule, voilà, pour nous permettre de respirer avant de revenir sur ce plateau. Accompagner également notre chroniqueur. Je m'appelle Zara Moulou Hassan. Je vais devenir Zeus parce que c'est ça mon avenir. Je m'appelle Timadoum Bonheur. Je suis dans la salle de 6e B. Puis mon rêve, c'est de devenir un médecin pour soigner les gens qui sont malades. Je m'appelle Laridi Olive. Je vais devenir médecin. C'est le rêve que je voudrais depuis quand quelqu'un est malade, il part à l'hôpital, le médecin va le soigner. Je vais aller travailler à N'Djamena. Je vais leur dire d'attraper l'école et de ne pas laisser l'école et continuer. Bon, je m'appelle Amouna Saleh Hassan. Je suis une élève du lycée public de Massaguet. Je suis née à Massaguet, grandi à Massaguet. En plus, maintenant je suis en terminale, je voulais juste avoir mon bac et puis aller faire mes études et devenir quelqu'un. Si je deviens quelqu'un au futur, je veux venir au lycée ici, je vais clôturer mon école. Donc vous voyez maintenant notre école n'est pas bien clôturée. Et sans toutefois avoir des manques de certains enseignants aussi. C'est ça ce que je voulais faire après. Donc tout ce que je voulais dire aux parents, de laisser leurs filles de venir à l'école parce que à l'époque on dit que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Bien sûr, même si selon les Corans on dit que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. Mais maintenant il y a droit des femmes. Donc nous les femmes aussi, on en a quelque chose à faire dans l'avenir. Ce n'est pas seulement que les hommes qui peuvent faire quelque chose dans l'avenir. Donc tout ce que je voulais dire aux parents, de laisser leurs filles de venir à l'école et de cesser de faire le mariage précoce et les autres choses. Donc mon désir est que de venir une fois obtenir le bac, je voulais aussi former les gens comme mon père. Il a formé beaucoup de gens, mais les gens là, ils le remercient en soi disant qu'ils ont bien formé. Certains gens ont leur profession déjà, ils sont des gens qui ont
vraiment leurs bénéfices déjà. Certains viennent en voiture pour remercier mon papa. Donc, c'est là que j'ai vu que c'est très bien pour moi, que je voulais aussi une fois obtenir mon bac pour devenir aussi enseignant, pour former les autres, pour éviter la délinquance juvénile dans les quartiers. L'école de Massaguet, il y a trop de désordre ici, c'est pas clôturé. Moi, je parle sur le problème de clôture. Parce que ici, ceux qui sont au quartier viennent ici en désordre, sans tenue pour nous menacer. Des fois, appeler les gens sans toutefois autorité des administrations, c'est ça qui m'inquiète. Donc je voudrais que si le lycée est clôturé, les gens ne peuvent pas entrer comme ça pour venir ici faire n'importe quoi ici. Je voulais devenir gestionnaire. Et parce que la gestion est très bonne pour notre milieu. Et nous avons besoin d'une bonne gestion pour développer notre pays. Les filles, bien sûr, nos parents n'aimeraient pas, certains parents n'aimeraient pas envoyer leurs filles à l'école, mais éduquer une fille, c'est éduquer toute la nation. Pour cela, je demande aux parents des filles qui refusent leurs filles d'envoyer à l'école, de leur envoyer pour venir. Nous voulons avoir des femmes battantes pour faire du travail avec les autres aussi. Nous sommes capables de faire. Voilà, les femmes sont capables de faire. Elles sont vraiment capables. Elles se réveillent enfin, les femmes. Voilà. Et oui. donc, elle a dit ici, il est bien vrai que quelque part, les parents n'aimeraient pas trop envoyer les filles à l'école, mais qu'elles demandent par la même occasion aux parents d'envoyer leurs filles à l'école, parce que c'est important. Ça, c'est un défi de l'heure à relever. Hein. C'est ça. Et elle a ajouté quelque part pour dire que quand une femme gère un pays, c'est vraiment bien, ça va dans un sens positif. Tout à fait. Voilà, donc, amis téléspectateurs, c'était donc là le collège-lycée de Massaguet. Les élèves se sont exprimés du plus petit au plus grand. Chacun a exprimé un peu son rêve. Ses ambitions. Ses ambitions, même si c'est dans un français un peu décousu, comme le dit souvent un conseiller, mais vous avez compris le fond des ambitions de ces enfants-là. Voilà, et puis il y a des difficultés également dans cet établissement-là qui n'est pas clôturé. Manque de matériel, manque de... En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Là, il faut le dire, parce que moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est le rêve de ces élèves-là pour le pays. D'autres veulent devenir des juges et ils expliquent clairement que le Tchad a besoin des juges. Des juges et vraiment des juges. Et il y a également des comptables, des gestionnaires, ceux-là qui veulent gérer le fonds de manière équitable de ces pays. Il y a d'autres qui veulent devenir des médecins pour soigner. Il le faut. Il faut être en bonne santé pour gérer le pays. Voilà un petit coucou à tous nos fidèles téléspectateurs de ce côté-là, de Massaguet. Et voilà, cette capsule nous permet donc de recevoir, puisque nous parlons de l'éducation. L'éducation, évidemment. Voilà, cette capsule nous permet de recevoir notre invité d'honneur. Le jeune Rebeïwa Kosga, qui nous vient donc du complexe scolaire MLV. C'est ça? Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Tu te sens bien? Oui. D'accord. Tu es en quelle classe? Tu passes pour quelle classe? CM1. CM1. D'accord. Tu es en CM1 ou bien CM1? Donc tu passes pour CM1. Je passe pour CM1. Ok. D'accord. Alors, raconte-nous un peu cette année scolaire qui vient de se couler. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Dans cette école, ce que j'aime, c'est quand on nous donne des bons exercices. Quand le maître est sérieux avec nous, il nous donne des bons exercices pour que nous nous concentrons sur ces leçons pour apprendre et apprendre aussi aux autres. C'est ce que tu aimes? Oui. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez ton enseignant? Comment il s'appelle? Monsieur Alpha. Monsieur Alpha. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Il est méchant, il est sévère, il est gentil?
Il est gentil, il enseigne bien. Oui. Et il n'aime pas les enfants bavardes. Et... C'est bien. D'accord. Et toi particulièrement, quelle est la matière que tu aimes le plus? C'est le calcul. Ah, nous avons un scientifique avec nous sur le plateau. Tu aimes les calculs? Oui. D'accord. Et est-ce que tu as un rêve? Tu veux devenir quoi demain puisque tu aimes les calculs? Je veux être scientifique. Tu veux être scientifique. Scientifique, c'est un peu vague. Hein? Dans quel domaine précis de la science? Savoir régler les problèmes des gens. Oui. Techniquement ou scientifiquement, c'est ça? Oui. D'accord. Il aura tout le temps de se situer dans quelle science exactement il veut, là où il veut aller. C'est déjà bien. Et là, tu es en vacances. Comment tu gères tes vacances? Bien. Ça se passe bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme activité pendant ces vacances? Je pars pédaler, je regarde un peu la télé, deux fois. Je m'amuse un peu avec mes soeurs, je révise mes leçons. Ouais. Même en vacances? Pour bien se rattraper? Oui. Ok. Et tu ne vois pas les petits bonbons? Tu fais pas des petits commerces? Non, j'ai peur de travail. Non. Papa refuse? Oui. C'est papa qui ne veut pas que tu fasses des petits commerces? S'il veut, mais je ne sais pas quelle activité que je peux faire. Ok. Il faut demander conseil à papa ou à maman ou à tes soeurs. Tu as parlé des soeurs tout à l'heure. Tu as combien de soeurs? 2 soeurs. 2 soeurs. Des grandes soeurs ou des petites soeurs? Des petites soeurs. Des petites soeurs. Donc c'est toi le grand frère? Oui. D'accord. Ça, c'est bien. Le grand frère scientifique. D'accord. Alors, tu peux nous réciter une récitation, un chant pour nous permettre de bouger un peu? Tu sais, l'émission là aussi, c'est un peu de divertissement. Hein. On s'amuse un peu, c'est pas trop sérieux. Poème. Tu as un poème? Oui, de l'école. De l'école. Oui. D'accord, on t'écoute. Poème. Tu regardes, tu as vu, non? C'est ta... Ici, regarde ma main, ici. C'est celle-là. Tu me regardes, regarde. C'est ça ta caméra. Tu regardes cette caméra ici. Là. Est-ce que tu me vois? Celle-là. Ici, voilà. Voilà, et puis tu fais ton poème. Voilà, on t'écoute. Poème. À l'école, la paix est reine. À l'école, on vient pour apprendre. Pas pour crier, ni pour se défendre. La violence blesse, elle fait du tort. Elle ferme les cœurs, elle rend le monde fort. Mais quand on choisit la bienveillance, on construit un mur contre l'intolérance. Un mot gentil, un sourire partagé peut remplacer un mot, peut remplacer... Ça vient pas? Un mot gentil, pas de moquerie ni d'humiliation. Ici, on parle avec le cœur, avec raison. Si chacun s'aimait un peu d'amitié, la cour de récré serait un vrai chantier où pousse le respect, la paix, la confiance et où la violence n'a plus de chance. Ça, c'est la récitation que vous avez apprise à l'école, par votre enseignant. Oui. Voilà. L'école, c'est un lieu d'apprentissage, pas un lieu de violence, d'humiliation, de force. On vient à l'école, c'est pour apprendre. Est-ce que tu es conscient de ça? Oui. D'accord. Et donc, je crois que toi, tu n'appliques pas la violence, tu ne fais pas de brutalité, tu ne cries pas à l'école, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Il a si bien dit son enseignant n'aime pas les bavardages. Il aime les élèves qui travaillent. Souvent, il donne des exercices pour les amener à se concentrer, à travailler. C'est ça. D'accord. Tu as des messages ce matin, d'abord à l'endroit de papa et maman, et ensuite tes soeurs et peut-être aussi tes camarades qui te regardent. Et son enseignant. Que tu aimes bien. Vas-y, si tu as un message. Tu dis quoi à maman et papa? Le matin, je les salue. Je demande comment leur santé. C'est ce que tu fais tous les matins, hein? Oui. Super. Ça, c'est bien. D'accord. Tu te réveilles, tu vas vers maman, bonjour. Tu vas vers papa, bonjour. Quand tu venais à la télé, tu as dit à maman, c'est maman qui t'a déposé? Oui, c'est papa. C'est mon oncle. C'est ton oncle qui t'a amené? Oui. D'accord.
certainement maman et papa seraient en train de te regarder. Tu regardes ta caméra et puis tu leur fais un petit coucou. Tu n'as pas des mots doux comme ça? Ah, il faut. Hein? Non. Qu'est-ce que tu vas dire à papa qu'il te regarde? Tu vas lui dire Parce que quoi? bientôt la rentrée scolaire. Hein. Tu dis quoi à papa? Je dis merci pour les cahiers, les livres, de tout ce qu'il m'a fait. Ah, papa, tu vois, un papa responsable, il a déjà acheté tout. Hein? Ça, c'est super. Voilà, ça, c'est bien. Et à maman? Et à maman, à ta maman, tu lui dis quoi? Merci pour la nourriture qu'elle nous donne. Voilà. Voilà. Et à merci à maman pour les bons plats. Voilà. Et à tes petites sœurs? À mes petites sœurs, c'est merci d'être gentil avec moi. D'accord. Je rappelle que nous avons reçu donc Rebeiwa Kosga qui nous vient du complexe scolaire MLV. On va lui dire merci. Ben, très rapidement, Roms, il y a déjà le calendrier de l'année 2025-2026 qui est déjà disponible. Je vais le lire pour permettre également à notre jeune élève déjà de se préparer. Hein. On dit, de savoir quand il va repartir à l'école. On dit lundi 1er septembre 2025, c'est donc la rentrée administrative. Lundi 15 septembre, c'est la rentrée des classes d'examen, ceux qui sont en classe d'examen. Mercredi 1er octobre 2025, c'est la rentrée des classes intermédiaires. Lui, il passe pour le CM1. Voilà. Et mardi 25 décembre, bon, il y a déjà les calendriers des congés de Noël, congés de Pâques. Et le 30 mai, c'est la fin des cours et les grandes vacances. Donc, tu vois, le calendrier même est déjà sorti avec des dates précises. C'est bien que papa a déjà acheté les fournitures scolaires. C'est ce que les parents devraient faire. Hein. Ne pas attendre à la dernière minute pour courir par-ci, par-là, inscrire les enfants. Il faut commencer déjà à le faire maintenant. Toi aussi, tu commences déjà à réviser tes cours pour reprendre avec les cours. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il dit à chaque fois quand il va pédaler un peu, il revient, il révise ses cours. C'est déjà une bonne chose. Super. On va te dire merci, mais tu n'as pas quelque chose à nous dire, nous deux là. Rome, c'est moi là, tu nous dis quoi? Merci d'être avec moi. On a bien passé cette émission. Tu as aimé? Oui. Si on te demandait de revenir, tu vas revenir? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un programme particulier que tu aimes sur Electron Télévision? Tu as l'habitude de regarder cette télé? Oui. Tu regardes quoi par exemple? Les gens qui sont en train de parler aussi. Comme nous, comme c'est moi. D'accord. Rebeiwa, merci d'être passé. Rome, c'est moi, te souhaitons une très bonne journée. Bonne suite des vacances. Et puis, salutations à toute ta famille et tes sœurs. D'accord. Voilà, merci. et tu passes une très bonne journée. Hein. Oui. Voilà, on va te raccompagner avec une petite capsule. Et on se dit bye bye. Au revoir. Voilà. Je disais tantôt que l'intelligence artificielle apparaît un peu aujourd'hui comme les calculatrices au départ par rapport au calcul mental. Je dis, il y a à un certain niveau, il faut ça. Mais dans l'éducation de base, il faut éviter. Il faut amener des enfants à avoir l'esprit de la recherche, de cultiver la recherche, la réflexion, parce que faciliter les choses dans l'apprentissage, trop de facilité aussi, ça tue aussi l'intelligence. Bon, en tout cas, en ce qui concerne, dans le sens de la culture, je pense que c'est bon de former les enfants dès le bas âge, à leur habituer à utiliser ces outils-là. Je pense que c'est bien, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que s'ils commencent à dépendre de cela, ça tombe déjà dans l'abusif. Donc, ils vont commencer par abuser. À un certain niveau, ces enfants ne vont plus faire confiance à eux-mêmes. Ils vont plus faire confiance à l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est bon, mais jusqu'à simplement un certain niveau. Bon, je peux encourager dans le sens où ça peut aider à développer, à avoir plus de culture.
dans les outils, dans les nouveaux outils de l'information, de la communication, tout le reste. Je peux encourager ça dans ce sens parce que il faut souvent s'habituer avec cela. On dit que l'analphabète, c'est celui qui ne sait pas utiliser aujourd'hui les nouveaux outils de l'intelligence et puis tout le reste qui va, tout ce qui va avec. Pour que cela soit enseigné aux élèves de bas âge, je trouve que c'est pas aussi une bonne idée que ça, parce que les enfants, ils vont pas savoir comment gérer cela. Parce que avec même les étudiants, c'est d'abord compliqué. Donc il faudrait peut-être à un niveau comme je dirais le lycée et l'université, ça c'est acceptable. Mais à bas âge, je pense que c'est pas aussi une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne chose parce que si cela était enseigné dans les universités, les écoles, nous n'aurons pas à avoir des difficultés dans les rédactions. Genre aller sur les sites, télécharger des choses et des choses sans toutefois avoir des précisions, parce que l'intelligence artificielle, quand tu poses une question avec des précisions et tout, les noms des auteurs et tout, on te sort les trucs en tac et bien corrigés, en bon français et lisible. Et je pense que c'est très bien. Maintenant, il faut pas en abuser non plus, parce que comment je peux dire, l'intelligence humaine peut disparaître en utilisant l'intelligence artificielle à tout moment et tout le temps. Oui. Et là, s'il faut instaurer, si le ministère de l'Éducation veut instaurer ça dans les, comment dire, dans l'enseignement, voilà, pour former, il faut qu'il y ait au moins, je sais pas, le mot me manque, mais il faut pas en abuser non plus. Parce que, genre, peut-être, 1 heure, par exemple, au collège, c'est suffisant. Les élèves utilisent l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils ne vont jamais réfléchir. Donc, le mieux, c'est pas utiliser, mais voilà, avec modération. C'est vrai, il faut utiliser, mais avec modération. La question était que comment est-ce que vous appréciez l'instauration de l'intelligence artificielle dans les écoles, dans les établissements. Et chacun a essayé de donner son point de vue. Pour d'autres, ça va amener les enfants à la paresse, à ne pas fournir d'efforts. Pour d'autres, il le faut parce que le monde est en mouvement, dynamique, tout change du jour au jour. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est vrai. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation, surtout dans le domaine des technologies. Et il le faut. Il faut forcément instaurer ça dans le système éducatif pour permettre, n'est-ce pas, à la nouvelle génération de commencer déjà dès bas âge à apprendre ces outils-là qui sont vraiment nécessaires. D'abord, il faut le dire, dans tous les domaines possibles. Et comme on le dit toujours, toute chose a également ses côtés négatifs. N'est-ce pas? Voilà, surtout si on sait déjà discerner le côté négatif et le côté positif, c'est ce qui serait le plus nécessaire. Déjà, quand on doit instaurer ce système, il va falloir enseigner également les conséquences de l'utilisation de l'IA et également ses avantages. C'est ce qui pourra être mieux. Mais si on les enseigne seulement l'avantage et sans toutefois les enseigner le côté négatif, je crois que c'est à ce niveau-là que les élèves vont perdre le chemin. Voilà. Donc, il faut une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. On parle de beaucoup de types d'intelligence artificielle pour un peu adapter tel type d'intelligence artificielle, tel niveau. Voilà. Moi, je trouve que c'est de la chance pour les générations nouvelles. Pourquoi? Parce que les générations déjà passées ont rencontré ces systèmes technologiques de façon trop brutale, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit tout de suite le côté négatif plus élevé que le côté positif. Parce qu'on a rencontré la chose,
en cours de chemin. Et boum, et puis on est dedans. Et on n'est pas très bien formé d'ailleurs. Hein, alors que cette nouvelle génération a la chance d'apprendre d'abord. Dès la base. Dès la base, les méthodes d'utilisation, voilà, les atouts et les conséquences, c'est déjà nécessaire. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu peux avoir un doctorat, un diplôme, un gros diplôme, mais sans l'intelligence artificielle, sans technologie, mais tu n'es rien. Mais ça, on est tu ne seras pas compétitif sur le marché de l'emploi. Quelqu'un m'aurait dit quelque part ça. Je crois que c'est un analphabète. C'est un Camerounais. Il ne faut pas se contenter de son diplôme. Il me dit, même si aujourd'hui tu es professeur, tu es docteur, mais que si tu ne maîtrises pas les outils de l'IA, c'est que tu es un analphabète. Tu ne connais rien. Parce que tout se fait aujourd'hui à partir de cela. Mais si on ne maîtrise pas, c'est à manier, cet outil. Dommage que nous avons encore des gens aujourd'hui qui ne connaissent pas allumer même un ordinateur. C'est ce qui est le plus marrant. Mais bon, disons que avec le temps, comme j'avais l'habitude de dire, c'est quelque chose qu'on a rencontré comme ça, surtout le Tchad. Moi, je vis bien sur le Tchad. Je ne veux pas aller au-delà parce qu'il faut dire ce qui est vrai, ce qu'on connaît, ce qu'on voit. Au Tchad, c'est le cas le plus récurrent parce que les Tchadiens ont rencontré ce système de façon vraiment pas très bien. Et donc, je pense qu'avec le temps, là, on est en train de former, on est en train de former, d'éduquer les personnes à prendre conscience de l'utilisation de ces méthodes. Tout à fait. Et je pense que ça va s'améliorer. Tout à fait. L'actualité oblige le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom, a donc lancé le lundi 4 août au ministère des Affaires étrangères une formation en intelligence artificielle qui est donc destinée à 2000 jeunes tchadiens. Et l'initiative vise à doter les bénéficiaires qui sont donc âgés de 15 à 35 ans des compétences nécessaires pour évoluer donc dans un monde en constante mutation technologique. Je pense que ce sont des... Le gouvernement est déjà dans la danse. Oui, ce sont des initiatives à saluer. Bonnes initiatives déjà, à saluer. quand on pense à former les jeunes de 15-20 ans, déjà à manier l'intelligence artificielle, c'est déjà bien parce que l'intelligence artificielle, comme je le disais tantôt, se trouve dans tous les domaines possibles. Que ce soit en santé, que ce soit en éducation, que ce soit partout, l'intelligence artificielle s'impose. Et donc, il est nécessaire de répartir à la base. Je voudrais bien simplement vous dire. Il n'y a pas de honte à ça. Il faut repartir. Il n'y a pas de honte. Apprendre. Aller s'inscrire dans un cours d'informatique déjà. Commencer à apprendre comment utiliser l'ordinateur et petit à petit, voilà. Il y a plusieurs manières de faire. Même si on a honte d'aller dans des écoles de formation en informatique, on peut également inviter ces formateurs-là à venir chez soi et puis nous apprendre ces choses-là. Voilà. Parce que sans ça, même si on est président de la République, même si on est le premier ministre, on est toujours analphabète. On ne connaît rien. On ne peut pas bien gérer le pays là, parce qu'il nous faut ça forcément. Tout à fait. Nous avons des réactions de nos internautes. Nous avons Vincent Kidalbaï qui dit bonjour à tous. Déjà en intelligence naturelle, nous sommes en quadrature, retard. C'est sur artificiel que vous nous envoyez apprendre. Il dit Kassongo Yeye. Ah ouais. Il n'a pas aussi tort, mais il n'a pas aussi raison parce que c'est vrai. C'est pas parce qu'on en intelligence artificielle, non, en naturel, même là, on est en retard. On n'a pas fini de gérer ça, on veut s'engager dans le truc. En naturel, ce que le Tchadien n'est pas en retard, sauf que on peut dire peut-être que c'est l'environnement de nos systèmes éducatifs qui ne permettent pas peut-être au Tchadien d'exploser son intelligence humaine. Mais je pense que le Tchadien est intelligent. Là, il faut le dire. Le Tchadien est intelligent, le Tchadien est éveillé. Apprenez quelque chose à un Tchadien, une journée, 2 jours, tu reviens 15 ans après, tu lui demandes, il va te répéter ça, et normalement. Et donc, c'est très bien. Et si jamais il essaie encore d'ajouter cette intelligence humaine avec l'intelligence artificielle, imaginez un peu le Tchadien. Nous serons les premiers mondiaux des plus intelligents. Tout à fait. D'accord. On va encore respirer un peu. On va aller du côté de la régie. Cette fois-ci, un peu de divertissement, je crois, qui sera proposé par nos 2 réalisateurs. Et puis, on va revenir sur le plateau. D'accord. Ouais.
Voilà, là c'était les merveilles de FESPACO que notre chère dame Irène nous a ramené comme cadeau. On se rappelle encore de ce bon moment. Ah oui. Où ça s'est bien les passé, Africains je pense, se sont retrouvés autour de leur culture. Ça s'est ouais. très bien passé. Hein. Mm. Okay. Ouais. L'Afrique est riche. Hein. Nous qui n'étions pas là. Mais on vous a fait vivre quand même. Hein. Oui. Ouais. Comment vous avez trouvé le Burkina? Parce que moi, les gens me disent que le Burkina est tellement bien. Oui. La vie, la paix, l'éducation. Moi, ce qui m'a marqué au Burkina, c'est la paix. Les gens sont en paix avec eux-mêmes. Oui. Je te dis, tu marches sur la route, quelqu'un te bouscule un peu. Pardon. Désolé, tanti. Désolé, tonton. Waouh. Oui. C'est pas comme pourquoi ensemble. Tu m'as piétiné. Non, non. Ouais. Tu vas pas voir les bagarres comme chez nous ici. Non, pour peu de choses là, c'est fini, on s'enflamme, on bouche la voie, on crée de l'embouteillage, on descend de nos voitures, de nos motos, on bagarre d'abord correctement. On retrousse les manches pour voilà, avant de continuer. Oui. Ça m'a marqué. Waouh, c'est tellement beau. Oui, c'est beau. Et il y a une autre chose qui m'a marqué. On était dans une salle de cinéma
quelqu'un aurait oublié son téléphone portable Android. À la fin de la cérémonie, on prend le téléphone et puis on demande qui a donc oublié son téléphone. Il y a un téléphone qui est oublié, c'est pour qui? Moi, j'étais étonnée. On aurait dû mettre dans un sac, c'est fini. Voilà. Mais donc, un pays où il n'y a pas de vol, l'honnêteté. L'honnêteté. Oui, l'honnêteté, le respect. La paix, là. Les gens respirent la paix. Et donc, ce qui veut dire que c'est un comportement qui traduit même le nom du pays. Parce qu'on dit que pays des hommes intègres. Pays des hommes intègres. Ils sont vraiment intègres. D'accord. Chapeau à vous. Bonjour à vous. Et bonjour également à nos compatriotes qui sont actuellement là-bas pour le SILA, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Le SILA qui a débuté il y a déjà quelques jours. Voilà. C'est le grand rendez-vous des hommes religieux de l'Afrique. Ah oui, nous leur souhaitons bon séjour également là-bas. Tout à fait. Dans le pays des hommes intègres. Ah ouais. Alors, nous arrivons tout doucement vers la fin de ce troisième numéro de la semaine. Oui. Nous avons abordé beaucoup de choses ce matin. Oui, beaucoup. Nous avons parlé politique, nous avons parlé éducation, santé, technologie, toutes ces choses qui, n'est-ce pas, aident beaucoup à un développement d'un pays. Et donc, c'est nécessaire d'en dire ces choses et de répéter. Pourquoi pas? Parce qu'on dit quelque part que la répétition, elle est pédagogique. Et donc, il ne faut pas dire ces choses une fois comme ça, croyant que ça va avoir des effets. Et du moment où on ne constate pas encore de changement, on ne constate pas l'effet de la chose qu'on dit souvent, il faut toujours répéter la chose. Et c'est pourquoi nous sommes toujours ici avec vous. C'est pour parler et reparler de ces choses. Car on a jugé que c'est nécessaire. Nous avons tous envie, nous avons tous besoin de construire ce pays. Et tout doit se passer par l'éducation, l'honnêteté. Mais il faut la paix qui couronne tout cela. Tout à fait. Voilà, on va dire donc merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages sur notre page Facebook. Merci également à ceux qui ont pris simplement du plaisir à nous regarder, à nous suivre ce matin. Merci à toute l'équipe de production qui est donc chapeautée par Dina, assistée par Malachi Mogabogel qui s'occupe du son. On n'oublie pas nos amis de la diffusion. Et nous avons notre fidèle internaute qui fête son anniversaire aujourd'hui. Frédéric Dicolom Bécain fils. Je vois Larissia lui souhaiter joyeux anniversaire sur la plateforme, sur notre page Facebook. Donc nous profitons également de l'occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et nous attendons notre invitation pour le partage du gâteau. Nous avons également la radio IFM qui dit bonjour à l'équipe de I-Matin. Ouais, merci. Merci Roms pour cette coprésentation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et puis nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez en compagnie des programmes de la chaîne citoyenne La Vision du Futur. Et à bientôt. Merci.